Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une, le Premier ministre chinois s'est joint aux discussions visant à réviser le rapport de travail du gouvernement avec des membres de la délégation du Shandong qui participent à la 4e session de la 12e Assemblée populaire nationale. Li Keqiang a déclaré que la Chine est en mesure de réaliser le développement économique et social du pays pour cette année. Il a souligné que la Chine a besoin de développer une nouvelle économie et de promouvoir les réformes structurelles, notamment du côté de l'offre. Le Premier ministre a ajouté que la Chine a besoin que la population mette sur pied des entreprises, développe de nouvelles technologies, de nouvelles industries et de nouvelles structures industrielles. Il a aussi rappelé que l'éducation, la santé, le logement, la sécurité sociale et la sécurité alimentaire sont des dossiers de première importance pour les travaux du gouvernement. Selon les propos du directeur de la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine, Xu Shaoshi, la réforme structurelle axée sur l'offre sera abordée comme une tendance du développement économique dans le cadre de la nouvelle normalité en Chine. Il a formulé ses commentaires sur les principaux points du 13e plan quinquennal ce matin lors d'une conférence de presse. Xu Shaoshi a indiqué que ces nouveaux concepts économiques établis dans le cadre de la nouvelle normalité seront exécutés dans tous les domaines du plan. Selon la réalité économique chinoise, nous aborderons la réforme structurelle axée sur l'offre comme une tendance de nouveaux concepts et de développement économique dans le cadre de la nouvelle normalité. De cette façon, nous pourrons établir des piliers politiques, à savoir des macro-politiques stables, des micro-politiques industrielles flexibles, des politiques de réforme pragmatiques ainsi que des politiques sociales rigoureuses. Réduire les surcapacités industrielles est l'une des principales tâches que le gouvernement s'est fixée pour la réforme structurelle de l'offre. M. Xu a déclaré que celle-là progresse en douceur. La Commission travaille avec des départements sur des plans pour réduire considérablement les surcapacités, à commencer par les secteurs de l'acier et du charbon. Il a ajouté que de 100 à 150 millions de tonnes de capacité de production de l'acier et environ 500 millions de tonnes de capacité de production de charbon seront réduites dans les 5 ans à venir. Il a rejeté comme fallacieuse l'idée d'un atterrissage en catastrophe de l'économie, disant que celui-ci n'aurait lieu d'aucune manière. Il a aussi dit que le taux de croissance de 6,9% est dans une fourchette raisonnable et que le changement de rythme de l'économie, l'optimisation des structures et le changement de vitesse se déroulent tous sans accroc. Et c'est la réforme de l'offre qui domine les 2 sessions jusqu'à présent. 5 conseillers politiques nationaux viennent d'informer les médias sur ce thème. Voici Li Yining, un économiste en chef, également membre du comité permanent de la CCPPC. Il s'exprime sur sa vision de l'économie chinoise et sa progression pour cette année. L'économie chinoise demeurera stable et verra des progrès en 2016. Il s'agit d'une tendance généralisée. Nous mettrons encore en œuvre une politique fiscale proactive ainsi qu'une politique monétaire prudente. La clé est de demeurer prudent. À la place, l'économie a besoin d'ajustements directionnels et de contrôle, d'ajustements fins et de préajustements. L'investissement et la consommation au sein de l'économie ne seront pas brutalement réduits. En fait, il y a de nombreux projets qui ont besoin d'investissement en Chine. Également lors de la conférence de presse, Yi Gang, membre du comité permanent de la CCPPC, s'est exprimé sur le comment établir le taux d'ajustement ainsi que le mécanisme de transition de la Banque centrale alors que le plafond du taux de dépôt a été supprimé. Le point clé actuel pour la libéralisation du taux d'intérêt est de compléter le mécanisme de transmission du taux d'intérêt et l'efficacité de la Banque centrale afin de contrôler le taux du marché. Premièrement, nous devons compléter et perfectionner la politique de la Banque centrale contre le système de taux et ainsi renforcer la fonction visant à mener le taux du marché. Actuellement, la Banque centrale utilise l'opération du marché ouvert ainsi que les avantages des dépôts et autres prêts pour mener le taux du marché à court terme. Deuxièmement, nous devons prendre les mesures pour former un système autorisant la Banque centrale à opérer un changement allant du contrôle du taux du marché à court terme au taux du marché à moyen et long terme. Dans le même temps, la Banque centrale peut également recourir au taux de refinancement ainsi qu'au taux fonctionnel de prêt à moyen terme en vue de former un taux à moyen et long terme.
Troisièmement, nous devons également perfectionner le système de détermination du risque en lien avec le marché. Nous devons utiliser un mécanisme d'évaluation macroscopique et en profondeur visant à stimuler et à maîtriser la conduite des prix sur le marché. Dans le même temps, un autre membre du comité permanent de la CCPPC, Chen Siwen, qui supervise la réforme agricole de Chine, nous a fourni plus de détails sur la façon dont le pays gérera la question de l'offre dans le secteur. Il y a 3 zones majeures au sein desquelles il nous faut pousser la réforme de l'offre dans le secteur agricole. Premièrement, pour achever l'équilibre de l'offre en matière de production de céréales, nous devons améliorer et stabiliser les capacités de production des céréales. Deuxièmement, nous devons à l'avenir ajuster les diverses structures de production des céréales afin de mieux nous adapter aux besoins du marché. Troisièmement, si nos produits n'ont pas de prix compétitifs, les produits céréaliers venant des marchés internationaux vont entrer. Donc nous devons nous concentrer davantage sur l'innovation et la réforme dans le secteur. L'innovation technologique peut aboutir à une plus grande pression sur la production de céréales, ce qui entraînera une réduction des coûts de production et une amélioration de l'efficacité. En addition, il devra y avoir une réforme et une innovation dans le système et les mécanismes actuels. Et comme nous le savons tous, nous poussons activement cela concernant les prix, les subventions et les mécanismes de stockage des principaux produits céréaliers. L'initiative Une ceinture et une route fait partie de la stratégie des entreprises chinoises pour se lancer sur les marchés internationaux, mais la fragilité de l'économie mondiale rend les choses un peu plus difficiles. Les membres de la CCPPC suggèrent maintenant au gouvernement central de donner un coup de pouce aux entreprises qui veulent tenter leur chance à l'étranger. Reportage. En 2014, la Chine est devenue un pays exportateur de capital. Les statistiques gouvernementales ont révélé que les investissements chinois à l'étranger ont largement dépassé les investissements étrangers en Chine. Mais cela ne signifie pas que la Chine est une grande force en termes d'investissements étrangers. Li Dongcheng, le président directeur général du groupe TCL, une des plus grandes entreprises électroniques de Chine, pense que les entreprises chinoises ont beaucoup de chemin à faire pour construire leur marque et améliorer leur influence à l'étranger. C'est une tâche qui se fera sur le long terme et qui demande l'aide du gouvernement. Je suggère que les ministères travaillent de concert avec les associations industrielles pour mieux comprendre nos besoins de développement. Ensemble, ils devraient négocier avec les pays qui font partie de l'initiative Une ceinture et une route, pour que les marchés deviennent plus accessibles aux produits et aux services chinois. Ces propos font écho aux espoirs du premier ministre Li Keqiang qui s'est exprimé sur le sujet alors qu'il visitait des entreprises chinoises lors d'un voyage au Chili l'année dernière. En tant que membre de l'Assemblée populaire nationale, M. Li espère que le gouvernement pourra aider les entreprises lors des étapes initiales de leur expansion internationale. Le lancement des opérations à l'étranger peut parfois être compliqué pour les entreprises chinoises. Donc, les politiques ou le soutien financier des associations gouvernementales ou industrielles deviennent importants dans l'aide aux entreprises chinoises qui tentent de se tailler une place à l'étranger. L'ouverture de l'Assemblée populaire nationale s'est déroulée au Grand Palais du Peuple samedi matin. Après avoir écouté le rapport de travail du gouvernement de cette année, plusieurs diplomates et responsables étrangers ont salué les plans économiques de la Chine. Bon, par rapport à la situation économique actuelle du monde entier, je crois que les chiffres sont très intéressants. Surtout que ce sont des chiffres qui tiennent compte de la situation économique de la population de la Chine. Je crois que ce sont des chiffres qui sont encourageants, surtout à ce moment où tout le monde fait face aux problèmes économiques. C'est la première fois que je participe à la réunion de l'Assemblée populaire nationale et je suis très impressionné par l'honnêteté de la présentation. Les raisons sont très claires et très bien gérées sous ce 13e plan quinquennal. Je pense que la focalisation sur l'amélioration de l'économie pour la prospérité du peuple et de la nation est très claire et que c'est réalisable grâce à la direction stratégique de la Chine, du commandement du président Xi Jinping et du gouvernement chinois. Je pense que c'est très clair et que tous les objectifs pourront être réalisés sous le 13e plan quinquennal.
Une ceinture et une route encouragent la collaboration économique régionale et internationale. L'Égypte a soutenu cette initiative depuis le début et notre président, lors de ses visites officielles en Chine en 2014 et 2015, a confirmé son soutien au projet. De nombreux accords ont été passés entre l'Égypte et la Chine dans le but de le promouvoir. Le président Xi était au Caire en janvier, une visite historique pour l'Égypte, voire pour le Moyen-Orient. Elle a permis aux deux dirigeants de discuter des progrès obtenus au cours des 2 dernières années depuis la naissance du projet, ainsi que des moyens d'améliorer la coopération bilatérale économique dans le cadre de l'initiative Une ceinture et une route. Nous sommes pleinement engagés dans le projet et espérons que d'autres pays en bénéficieront également. China is at a very important period in the development because La Chine traverse une période de développement critique car elle passe d'une économie basée sur les exportations, l'investissement et la production de masse à une économie basée sur la consommation. Cela affecte naturellement l'économie qui ralentit alors que la Chine est habituée à une croissance rapide. Le développement sera durable mais plus modéré. Aujourd'hui, ils ont dévoilé un rapport sur l'année dernière qui indique une croissance à 6,9%, alors qu'elle était à double chiffre auparavant. Toutefois, il n'y a pas de menace pour la Chine, car tout a été prévu et le pays est préparé. Lors d'une pause à l'Assemblée populaire nationale, le ministre chinois de l'Agriculture, Ran Changfu, a été questionné sur la situation du secteur agricole, avec de plus en plus d'agriculteurs qui choisissent de travailler dans les zones urbaines. Ran Changfu a déclaré qu'avoir de nouveaux exploitants agricoles était l'une des solutions. La stratégie ou le plan de travail, c'est d'avoir de nouveaux agriculteurs professionnels et de développer de nouvelles sortes d'activités agricoles à large échelle, mais aussi d'intégrer la science et la technologie, les machines agricoles et des éléments modernes dans ces activités. Aussi longtemps qu'il y aura des agriculteurs professionnels, il y aura de bonnes récoltes et la sécurité alimentaire en Chine sera assurée. La Chine est un grand pays qui comprend 1/5 de la population mondiale. Les défis pour le secteur agricole ont donc été nombreux et le sont toujours. Voyons quelle est la situation dans laquelle se trouve le secteur. La Chine est le 3e plus grand pays du monde, mais elle doit nourrir 1/5 de la population mondiale, avec seulement 8% des terres arables et 6% des ressources en eau de la planète. Car le territoire chinois est composé pour majorité de zones montagneuses et de déserts. Ainsi, les terres cultivables ne représentent que 11% de sa superficie totale. Elles sont de plus grignotées par la désertification et l'urbanisation. 1% d'entre elles disparaissent chaque année. La pollution des sols est par ailleurs préoccupante, les métaux lourds ayant par exemple contaminé 10% des terres agricoles. Et les ressources en eau sont inégalement distribuées entre un sud humide et un nord sec. La Chine doit également prendre en compte les aspirations des habitants des zones rurales, qui gagnent en moyenne 3 fois moins que ceux des zones urbaines, alors qu'ils représentent près de la moitié de la population. La situation est donc critique. Pourtant, elle est loin d'être désespérée. De 1978 à 2011, la production agricole chinoise a été multipliée par 4,5. La Chine est devenue le premier producteur mondial de blé, de riz et de pommes de terre. Elle est également le premier producteur mondial de porc et de volaille et est de loin le leader de l'aquaculture avec les 2/3 de la production de la planète. Cette hausse de la production s'est accompagnée d'une hausse et d'une diversification de la demande. La population étant plus riche, elle consomme plus de viande, d'œufs et de produits laitiers. C'est pourquoi, après une période d'autosuffisance en céréales, dans les années 90, les importations ont redécollé. Entre considérations économiques, sociales ou encore environnementales, le chemin de la Chine vers une agriculture durable est donc étroit. Mais sa marge de progression est énorme. Les exploitations chinoises étant essentiellement familiales, leur superficie moyenne est de 0,65 hectares. Contre 169 pour celle des États-Unis, leur premier fournisseur de produits agricoles. Les dirigeants européens veulent pousser la Turquie à réduire drastiquement le flux de réfugiés en Europe. Lors d'un sommet lundi, ils comptent demander à la Turquie d'accepter un grand nombre de demandeurs d'asile déboutés. La Turquie est le tremplin pour la plupart des réfugiés, plus d'1 million, qui se sont rendus en Europe l'an dernier. Alors que les températures vont monter, davantage de réfugiés devraient arriver. Les fermetures unilatérales des frontières par certains pays européens
ont pour conséquence que la Grèce doit à présent se débrouiller avec un nombre croissant de réfugiés. Samedi, les autorités turques ont détenu au moins 2 trafiquants d'êtres humains qui essayaient de faire passer quelques 120 réfugiés syriens dans l'île grecque de Lesbos. Il semble qu'un nouveau moyen ait été trouvé pour combattre les djihadistes de Boko Haram. Les autorités nigérianes ont réussi à couper la route d'approvisionnement des combattants et ceux-ci sont progressivement affamés. On rapporte que cela aurait amené certains d'entre eux à se rendre. Reportage. Jusqu'à 76 combattants affamés de Boko Haram se seraient rendus à Gwoza, à environ 80 km au sud-est de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno. Les rebelles auraient affirmé aux autorités que davantage de combattants souffrant de famine veulent se rendre. Gwoza est le bastion des rebelles et Boko Haram en a fait un califat en 2014. L'armée a intensifié son offensive contre le groupe depuis décembre dernier, lorsque le président Muhammadu Buhari a donné 3 mois à ses chefs militaires pour vaincre Boko Haram. L'offensive a coupé les vivres et d'autres approvisionnements aux rebelles qui autrefois occupaient des territoires et y arboraient leurs drapeaux. L'État de Borno a aussi interdit le commerce de viande séchée afin de supprimer l'une des sources de revenus des rebelles, ceux-ci se finançant grâce à ce commerce. Plus de 20 000 personnes ont été tuées depuis que le groupe salafiste a lancé sa campagne pour fonder un califat dans la région nord-est du Nigeria. 2 millions de personnes ont par ailleurs été chassées de chez elles. Les Ougandais attendent une décision judiciaire suite au récent scrutin présidentiel. Les candidats de l'opposition ont déclaré que le vote n'avait pas été libre ni équitable et ont lancé une pétition la semaine passée. Désormais, certains Ougandais s'interrogent sur l'indépendance des juridictions dans le pays. 2 semaines déjà se sont écoulées depuis la fin du scrutin présidentiel et la vie dans la capitale Kampala semble reprendre son cours normal. Mais sur le plan politique, les réactions sont partagées à la suite d'une pétition déposée devant la Cour suprême cherchant à remettre en cause la victoire du président Yoweri Museveni. Il y a un peu d'espoir sur le plan judiciaire à en juger ce qu'il s'est passé lors des élections de 2006 quand l'opposition avait déposé une pétition similaire et le parti au pouvoir l'avait quand même emportée. Nous n'attendons pas grand-chose. La justice doit faire son travail équitablement. Elle ne doit pas prendre en compte le fait qu'il s'agisse du gouvernement ou de l'opposition, mais tous les Ougandais doivent pouvoir exprimer leurs droits devant la justice. Et pour les partisans du président Museveni, ils espèrent une victoire judiciaire. Comme nous avons remporté les élections, nous remporterons de la même manière une victoire face à cette pétition. Il ne va pas l'emporter car il est l'un de ceux qui désignent les juges. Mais il va l'emporter car tout est très clair quant à sa victoire dans de nombreux quartiers. Cette semaine, le président Museveni a reçu une copie de la pétition des députés représentant Amama Mbabazi qui est arrivé 3e du scrutin. Et la Cour a débuté ses auditions lundi. Le principal concurrent, Kizza Besigye, qui est arrivé second avec 35% des voix, n'a pas déposé de pétition devant la justice, mais souhaite un audit indépendant. Les observateurs de l'Union africaine ont indiqué que les élections en Ouganda ont été largement pacifiques, mais leurs homologues européens déclarent que les élections ont été menées dans une atmosphère intimidante. Des bureaux de vote à la Cour suprême ougandaise. Les 9 plus hauts juges du pays ont 30 jours pour se prononcer sur la pétition avant une décision attendue le mois prochain. Le ralentissement de la croissance en Chine a affecté plusieurs pays africains qui dépendent fortement de l'exportation de leurs matières premières. Si l'économie chinoise a stimulé la demande pour les matières premières au cours de ces 15 dernières années, elle est en passe de basculer vers une économie basée sur la consommation. Quelques industries, telles que celle du vin, bénéficient de la demande accrue en produits finis. Aujourd'hui, la Chine reste donc un partenaire privilégié de l'Afrique. Les besoins de la Chine ont changé, tandis que certaines régions de l'Afrique ressentent les répercussions de la baisse de la demande en matières premières. D'autres profitent de la demande élevée en produits finis, comme le vin. La Chine et Hong Kong combinés consomment le plus de vin rouge dans le monde. Cela étant dit, nous devons prendre en considération que 80% du vin consommé en Chine est fabriqué en Chine, ce qui fait de la Chine la 5e région productrice de vin dans le monde.
La Chine est devenue le 6e plus important marché de vin pour l'Afrique du Sud, avec 11 millions de litres de vin exportés tous les ans. Après 2 ans de diminution des ventes en Chine, les données des douanes montrent une augmentation de près de 33% de vins importés. Les commentateurs industriels voient cela comme un indicateur d'une possible reprise de la croissance rapide que nous avons vue avant la mise en place de mesures d'austérité il y a de cela 18 mois. Avec le ralentissement de la demande de vin de qualité de l'Europe et des États-Unis, les vignerons sud-africains ont réalisé qu'il y avait une opportunité pour des vins à prix modéré en Chine. Les producteurs ont ainsi modifié leur méthode de vinification, c'est-à-dire le processus de transformation du raisin en vin afin de répondre à la demande. Ces modifications ont créé un nouveau marché de vin élaboré pour satisfaire les besoins des Chinois. Il existe toutefois des risques, notamment si les consommateurs chinois réduisent leurs dépenses. Une croissance et un intérêt pour le marché de masse et cela est intéressant pour l'Afrique du Sud, vu que nous pouvons assurer l'approvisionnement. La Chine est un marché en expansion, mais les experts commerciaux nous avertissent que le vin n'est pas une exception dans ce qui a provoqué le ralentissement économique. Même si nous avons démontré une croissance formidable en termes de volume et croissance, nous ne devrions pas nous enthousiasmer trop vite. Cela étant dit, parmi les 10 principaux exportateurs de vin vers la Chine, l'Afrique du Sud a bénéficié le plus. La Chine est devenue l'un des premiers producteurs de vin à l'échelle mondiale. Et selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, la Chine consomme plus de vin rouge que n'importe quel autre pays dans le monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans 1h30 pour Afrique Info.